Bonsoir Roland. Bonsoir Hervé. Donc tu voulais nous parler, tu nous as proposé de parler de science et science-fiction. Oui, j'avoue que c'est un peu mon dada. Il semblerait. C'est souvent pour ça qu'on me demande d'intervenir. Et c'est donc d'utiliser la science-fiction pour des vertus pédagogiques, c'est-à-dire de montrer, en utilisant des œuvres de science-fiction, des séquences, plus exactement de films de science-fiction, parce que je pourrais aussi utiliser des œuvres de science-fiction littéraires, plutôt que cinématographiques. Elles sont moins connues. Et elles ne produisent pas d'image au sens montrable. C'est du texte. Et donc, en utilisant ces œuvres de science-fiction cinématographique, sur certaines scènes, on peut les analyser quantitativement, comme ferait un physicien devant une manip, d'une certaine façon, devant une observation. On peut les observer, alors même plus qu'un physicien, un astrophysicien, une astrophysicienne qui, observant le ciel, fait des mesures. De l'information lui vient, qu'il ne contrôle pas. Il ne peut juste y avoir accès s'il a les moyens idoines. Penser ce qu'il voit grâce à la physique qui a été établie ici et maintenant sur Terre, et puis essayer d'en déduire des informations. Donc ce qu'on va essayer de faire ce soir en peut-être 4 petites séquences qui n'auront comme lien que finalement la pratique et pas tellement les thèmes. On va classer les Jedi quantitativement, on va dire qui est le plus fort, mais avec un nombre. On va analyser dans Avatar 2 séquences. Une concernant Polyphème Pandora. Pandora, c'est le monde sur lequel se déroule l'histoire et qui est en orbite autour de la planète Polyphème. Et on va essayer de déterminer le rayon de l'orbite de Pandora, alors que c'est dit nulle part, évidemment. Si c'est dit quelque part, c'est trop facile. Et puis toujours dans Pandora, Avatar, on va parler un peu du Venture Star, du vaisseau, qui est un très beau vaisseau. Et puis, si on a un peu de temps encore, on conclura sur la détermination de la masse de Gargantua, le trou noir géant dans Interstellar. Ah oui, on aura le temps. On aura le temps. Bon, donc on va commencer. Alors, ça commence par Star Wars. On va essayer de classer les Jedi. Alors, la première chose à avoir en tête pour classer les Jedi, c'est essayer de qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme quantité mesurable, si j'ose dire, ou calculable. Alors, ces Jedi, on nous dit, ça c'est une séquence c'est l'épisode 4, la définition de Ben Kenobi, on nous dit, c'est quoi la force? Les Jedi, ils ont cette particularité de maîtriser la force. C'est quoi la force? On nous dit, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure, il nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. Bon, des spécialistes de galaxies comme toi auraient bien des choses à dire sur cette définition. Il semblerait. Mais le point important, c'est de dire que c'est un champ d'énergie. Ça, c'est intéressant. La force est une énergie, assez mystérieuse, il faut le reconnaître. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en physique, l'énergie, c'est une mesure de la capacité d'un système à faire des transformations. Pour construire cette table ou pour la détruire, il faut dépenser l'énergie. Si on veut la déplacer, il faut dépenser l'énergie. Si on veut la refroidir ou la réchauffer, il faut dépenser l'énergie. Si on veut la transformer d'une façon ou d'une autre, il faut dépenser l'énergie. Et donc, le fait que les Jedi aient accès à un immense réservoir d'énergie, qu'on appelle la force, on aurait dû l'appeler plutôt l'énergie, n'est-ce pas? Pour être cohérent, mais bon. Ça aurait été plus cohérent. Eh bien, cet immense réservoir d'énergie, ils ont accès à ça, ils peuvent piocher dedans et faire des transformations. Comme ce réservoir est immense, on comprend qu'il remplit l'univers entier, ils font des grosses transformations, plein de trucs incroyables que nous, on ne sait pas faire. Alors, comment faire pour les classer? Si on voulait classer des machines à énergie, on pourrait dire, cette petite machine, elle produit peu d'énergie, cette grosse machine, elle produit beaucoup d'énergie. Oui, les Jedi, ils produisent pareil, ils ont accès au même stock. Alors pour les classer, en fait, on va regarder des séquences où on les voit agir et on va essayer de déterminer le rythme auquel ils piochent dans l'énergie de la force. Ce rythme, c'est-à-dire le débit d'énergie, ça s'appelle la puissance et ça s'exprime en watts. Et donc la question c'est Yoda, combien de watts? Luke Skywalker, combien de watts? L'empereur, combien de watts? Et quand on sait chiffrer ça, on pourra les classer. Quand on a beaucoup de watts, on est puissant au sens de la physique, on a accès non seulement à beaucoup d'énergie, mais en un rythme très rapide, et donc on peut faire des transformations à la fois nombreuses et rapides, puisque le débit va fixer le rythme des transformations. Et donc voilà, c'est parti. Première séquence, on voit Skywalker qui s'entraîne sur Dagobah, il s'entraîne avec Yoda, et il doit soulever des caisses, il soulève des caisses, il est à l'envers, il soulève des caisses. Donc il est là à l'envers et il essaie de soulever des caisses, il les soulève. Il soulève aussi d'ailleurs R2D2. Et on voit qu'il est en train de manipuler des caisses assez lourdes, de les soulever sans les toucher. C'est ça le truc incroyable de la force. Il les soulève sans les toucher, contre leur poids. Et en une durée, alors on regarde la durée de la séquence, 4 ou 5 secondes. Alors on essaie d'estimer, pour calculer la puissance de Skywalker dans cette situation-là, il faut avoir une idée de la masse qu'il soulève, de la gravité de la planète, et puis ensuite de la durée qu'il a mis pour les soulever.
et de la hauteur qui les a soulevés. Il faut faire le produit de la masse par la gravité, par la hauteur. Ça donne l'énergie qu'il a fallu fournir, divisé par la durée. Alors pour la masse, on ne sait pas trop, mais R2D2, on va le mettre à 100 kg, les deux caisses à 25 kg, peut-être 150, 200 kg. On vous met tout ça à 200 kg pour faire rond. On fait des ordres de grandeur, bien sûr, on ne va pas trouver la valeur au watt près. Il les soulève de quelque chose comme 2 mètres, sa hauteur, ou un peu moins, un peu plus que sa hauteur, contre la gravité de Dagobah. Combien c'est? On ne sait pas, alors on va faire l'hypothèse que c'est la même que la Terre. Faisons ça comme hypothèse de base. 1G, une gravité terrestre, 9,8 mètres par seconde au carré. La durée de la séquence, à peu près 5 secondes, 5 ou 6 secondes. On fait le petit calcul et on trouve l'ordre de grandeur 1000 watts. Skywalker, c'est 1000 watts. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Si on ne sait pas ce que c'est un watt, on ne sait pas dire si 1000, c'est beaucoup, 1000 watts, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Alors, on peut comparer ça à un humain. Alors, un humain, comme toi ou moi, sur un vélo, sans trop se fatiguer, c'est 80-100 watts. Quoi. Vraiment. Et déjà, bien tassé. Ouais. Voilà, et on avance déjà pas mal à 80-100 watts, un humain sur un vélo comme toi ou moi. Les pros du Tour de France sur un vélo, quand ils montent l'Alpe d'Huez en 20 minutes, 23 minutes, ils sont plutôt à 400 watts. 400, ouais. Et eux, c'est des boss. Exactement. Et si on prend un humain vraiment fort en vélo, mais qui va pédaler moins longtemps, les poursuites individuelles, par exemple, qui durent quelques minutes, là, pour le coup, ils ont un effort très violent en quelques minutes, 700 watts. Donc 1000 watts, c'est pas mal, ça reste humain, ça se compare en fait à ce que fait un haltérophile. Finalement, ce que fait Skywalker, c'est ce que fait un haltérophile. Il soulève 200 kg de 2 mètres en 1 seconde. Voilà, en gros. Et ils trouvent, les haltérophiles font largement les 2000 watts, mais ils le font une fraction de seconde, et ils le font en touchant la barre. Là où Skywalker est fort, c'est qu'il le fait plusieurs secondes, et il le fait sans toucher la barre, c'est-à-dire sans toucher le matériel. Bon, donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas tant les 1000 watts, ce qui est déjà pas mal. Alors, deuxième séquence, on va regarder cette fois-ci notre ami Yoda. Oui. Et dans la même scène, en fait, un peu après, Skywalker doit essayer de sortir le vaisseau qui est dans le marais de Dagobah et il n'arrive pas à le sortir. Ayant 1000 watts, pour sortir un gros vaisseau, il n'y arrive pas. Bon, alors, Yoda lui montre. Alors, Yoda lui montre, donc il se concentre un peu. On sent que Yoda n'est pas full power, comme on dit, il est un peu tranquille. Hein, c'est pour montrer un étudiant. Quand on montre un étudiant, en général, on essaie de le mettre minable, mais on fait ça gentiment. Il montre, il pose tranquillement le vaisseau. Alors évidemment, là, il soulève un vaisseau. Il ne soulève pas 200 kilos, 150, 200 kilos, il soulève on ne sait pas combien. Ce vaisseau, il ressemble à un chasseur de combat terrestre actuel, un Rafale, un MiG, un je ne sais pas quoi. Bon, on va dire 20 tonnes, 25 tonnes. C'est quelque chose comme 100 fois plus. Là où Skywalker soulevait, disons, 200 kilos, Yoda soulève, disons, 20 tonnes. Il les soulève à peu près au même rythme, de la même hauteur. Donc on voit qu'il fait 2 mètres de haut en quelques secondes. Donc c'est quelques dizaines de centimètres par seconde, peut-être 50 centimètres par seconde la vitesse de montée. Et bref, en gros, la gravité est la même, la vitesse à peu près la même, la masse est 100 fois plus. Donc Yoda, c'est 100 Skywalker. Voilà. Donc c'est pour ça que Skywalker n'y arrive pas. Parce qu'avec un Skywalker, on n'arrive pas. 100 Skywalker, ça marche. Un jeune Skywalker. Jeune Skywalker, exactement. Alors Yoda a 100 Skywalker, donc 100 000 watts. Alors cette fois-ci, on a comparé tout à l'heure Skywalker à un humain, ça se compare, disons, à un humain baraqué, un humain athlétique, mais là, 100 000 watts, on compare plus à un humain, évidemment. Il n'y a aucun humain n'est à 100 000 watts. 100 000 watts, c'est une voiture. À peu près une voiture de 120 chevaux, comme on donne plutôt les puissances de voiture en cheval-vapeur. Une voiture, c'est, mettons, 120 chevaux, pas une grosse en plus, c'est 100 000 watts. Donc Yoda, c'est une voiture. Incidemment, ça veut dire qu'une voiture, c'est 100 000 watts. On a dit un humain comme toi et moi, c'est 100 watts. Donc une voiture, c'est 1000 humains. Donc si on veut aller à 130 sur l'autoroute avec ta petite Twingo ou ta petite Clio, qui fait dans les 100 kW quand elle est à 130 sur l'autoroute, c'est-à-dire c'est 1000 humains qui pédalent. Comme toi et moi. D'accord ? C'est ça qu'il faut réaliser dans ces calculs de puissance aussi. C'est d'abord que les puissances développées par ces personnages sont extraordinaires, bien sûr, Yoda, et on va voir encore plus, mais c'est aussi que cette notion de puissance, en revenant sur Terre, elle est très importante si on devait imaginer ça en termes de ce que certains ont appelé esclave énergétique. C'est-à-dire, si l'unité de puissance est un humain standard, qui est capable de le délivrer 100 watts pendant quelques heures, disons, et après il est quand même bien fatigué, mais il fait 100 watts quelques heures, la moindre opération qu'on fait quotidienne, c'est tout de suite des dizaines d'humains qui bossent pour vous s'ils devaient pédaler sur un vélo pour fournir l'électricité du grille-pain, pour alimenter la batterie de la voiture ou pour alimenter la voiture. Je ne parle même pas des énormes machines qu'on peut avoir dans l'industrie. Et donc, c'est là où on réalise que l'humanité, en fait, individuellement, à l'échelle de nos capacités musculaires, on est plutôt faible. Un bœuf, un cheval, c'est déjà 7 ou 8 humains. On comprend l'intérêt majeur, par exemple, pour cultiver, d'avoir un cheval plutôt que pas de cheval. Et quand on est Yoda, évidemment, on est tranquille, on fait 100 000 watts. Donc là, le problème ne se pose pas. On fait plein de choses avec 100 000 watts quand on a accès à la force. Alors, un autre personnage intéressant dont on peut estimer la puissance, c'est l'empereur
dans une scène, à partir d'une scène où il électrise Skywalker pour le tuer. Alors regardons la scène. Il est là très énervé, il le convainc de passer du côté obscur. Skywalker n'a pas l'air tout à fait d'accord, il lui dit « bon, elle meurt ». Et lui envoie des éclairs extraordinaires. Et quand on regarde bien la scène, on voit des éclairs qui partent du bout des doigts de l'empereur, qui vont vers Skywalker et qui l'électrisent et sont presque en train de le tuer. D'ailleurs, Skywalker fume un peu. Ce qui est intéressant, ça va être intéressant. Il fume un peu, bah oui. Il est traversé par un courant électrique et l'effet Joule, ça chauffe. Et quand ça chauffe fort, ça peut fumer. Il a dû chauffer. Là, le Skywalker, il a dû chauffer un peu. Bon, l'empereur, pour calculer la puissance de l'empereur à partir de cette décharge électrique, il faut avoir deux informations. On est en électricité cette fois-ci. Tout à l'heure, on a vu Skywalker qui utilisait la force de façon antigravitationnelle pour soulever des objets. Là, on l'utilise de façon électrostatique pour créer des champs électriques intenses qui rendent l'air conducteur et provoquent l'éclair. Donc l'éclair, il faut qu'on ait une idée de la différence de potentiel entre les doigts de l'empereur et Skywalker. Et deuxièmement, qu'on ait une idée de l'intensité du courant électrique qui traverse l'éclair. Alors l'intensité, c'est relativement facile. Skywalker fume un peu, et puis il veut le tuer. C'est documenté. On a essayé de tuer des gens avec de l'électricité. Ça s'appelle la chaise électrique aux États-Unis, 19e, même 20e siècle. Et on mettait quelques ampères dans le courant électrique qui traverse le corps du personnage, qui était de la personne qui était exécutée, et qui fumait. Littéralement, les témoins disent, elles ont fumé. Ça brûlait la personne, littéralement. Donc, une exécution d'une cruauté pas totalement négligeable. Et si on va mettre de l'intensité de l'ordre de l'ampère, l'ordre de grandeur, ça sera 1 ampère. La différence de potentiel, c'est assez facile à estimer, sachant que l'air, on va faire l'hypothèse qu'ils sont dans de l'air, ils n'y sont peut-être pas, parce que les personnages que nous voyons ne sont peut-être pas des humains. Dans la mesure où on est il y a très longtemps, dans une très lointaine galaxie. Attention, ne l'oublions pas. Far, far away. Ouais, far, far away, exactement. Et donc, si c'est de l'air, on peut mesurer, regarder dans les livres, ou mesurer en faisant une manip, ou demander à son collègue, à son professeur de physique, enfin, on trouve la valeur de ce qu'on appelle le champ disruptif de l'air, le champ électrique qu'il faut exercer dans l'air, humide ou pas, il y a des... Bon, dans l'air, pour qu'il soit conducteur, qu'il y ait des éclairs. La valeur, c'est à peu près 3 millions de volts par mètre. Un peu plus que 3 millions de volts par mètre. Là, on a des éclairs qui ont l'air de faire, on ne sait pas, quelquefois la taille de l'empereur. Si cet empereur a une taille qui est de l'ordre d'un humain, 1m75, 1m80, ces éclairs font 4, 5, peut-être 6 mètres. 4, 5, 6 mètres avec 3 millions de volts par mètre, on est dans la gamme des 15 millions de volts, on va dire. 15 millions de volts avec quelque chose qui est de l'ordre de l'ampère, on est dans les mégawatts, dans la dizaine de mégawatts, peut-être 20, peut-être 30 mégawatts. On va dire 10 mégawatts en chiffre rond, en puissance de 10, 10 puissance 7 watts. Alors là, ça rigole plus du tout. Donc on a vu Skywalker 10 puissance 3 watts, Yoda 10 puissance 5 watts, là on est à 10 puissance 7 watts, encore un facteur 100 au-dessus. Alors une machine qui se compare à ça, dans la Terre réelle, c'est un TGV, double rame entre Paris et Lyon à 300 km/h, c'est à peu près une dizaine de mégawatts, voilà la puissance. Et les records de TGV, quand ils ont atteint plus de 500, 570 km/h, la puissance du TGV c'était une trentaine de mégawatts. Donc là, on a un TGV. Donc, de la même façon qu'on ne se met pas devant un TGV pour le dire « arrête-toi », on ne dit pas à l'empereur « je te déteste et je vais te patater ». Il dit « il n'y a aucun problème » et il te met minable parce que lui, il a la puissance d'un TGV pour te faire abattre ton caquet. Voilà, donc on respecte ce qu'on dit la puissance au sens des watts. Voilà. Donc l'empereur, une dizaine de mégawatts. Et dernière séquence, cette fois-ci pour estimer la puissance alors d'un sabre laser, parce que c'est l'objet qui va être utilisé, mais en fait, ce sont ces Jedi qui collectent la force et qu'il injecte dans le sabre laser, donc la puissance du sabre laser, la puissance de Qui-Gon Jinn en l'occurrence. Dans cette séquence, on le voit en train de vouloir forcer une porte derrière laquelle se cachent deux méchants. Il veut un peu les capturer, disons, les discuter avec eux, on va dire. Et il met son sabre laser dans la porte commence à fondre, et puis de l'autre côté, du côté des méchants, on voit qu'il y a vraiment un morceau de porte qui coule, littéralement. Bon, alors est-ce qu'on peut estimer la puissance comme ça? Bien sûr. Il suffit de se dire, on a fait fondre un métal. Faire fondre un métal, ça veut dire élever sa température jusqu'à la température de fusion. Ça a un certain coût énergétique qui dépend de propriétés thermodynamiques du métal, qu'on appelle capacité calorifique, et qui dépend de la masse de métal. Et puis deuxièmement, une fois qu'on a la température de fusion, il y a un bakshish, je veux dire, à payer, qui s'appelle la chaleur latente. Il faut payer, c'est une propriété thermodynamique. Et puis, il faut payer aussi, ça dépend de la masse de métal. Donc on a besoin de la masse, de deux propriétés thermodynamiques du métal. Alors, ce métal, il va bien falloir le qualifier à un moment donné, ça peut être plein de choses. Ce qui est certain, enfin en tout cas pour moi, comme physicien, ça ne peut être qu'un métal réel, enfin au sens qui est un mélange des 92 éléments naturels de la classification périodique. C'est pas un truc, c'est pas de l'adamantium, c'est pas un truc inventé par la science-fiction. Je suis dans une hypothèse de ce que je vois est un monde réel. Donc c'est un métal réel
plein de possibilités. Il y a des possibilités qu'on peut écarter très facilement. On ne fait pas de porte blindée de protection en étain, par exemple. Le point de fusion est très bas, quelques centaines de degrés, personne fait des... Et c'est un métal mou, le plomb, c'est pareil. Donc on ne prend pas un métal idiot pour faire une porte de protection. Il y aurait encore plein de choix, mais évidemment, on va prendre de l'acier parce que ça a le mérite de la facilité, et c'est commun. Le fer est un métal commun, un élément commun dans l'univers. Le carbone aussi, et l'alliage du carbone et du fer, c'est de l'acier, donc pourquoi pas des portes en acier, un peu partout dans l'univers. Bien, si c'est de l'acier, on peut trouver donc la capacité calorifique de l'acier dans les livres, on peut trouver la chaleur latente de fusion de l'acier dans les livres, on peut maintenant, déterminer la température de fusion dans les livres, on a besoin de la masse d'acier. Combien de métal a fondu? Alors ça peut se faire pareil, en comparant, Qui-Gon Jinn fait une espèce de cercle dans la porte, il plonge son sabre laser, et puis c'est ce bloc-là qui fond. Ce cercle a une certaine taille qu'on peut estimer en comparant à la taille du personnage. 1 mètre de diamètre. Ça, ouais. La porte, on la voit se fermer, elle a l'air très épaisse, comme une porte de protection, style porte de coffre-fort, porte de Fort Knox. Justement, Fort Knox, Tagada, Google est votre ami. On trouve dans Fort Knox, les portes font 25 pouces d'épaisseur. Bon, c'est des pouces, alors on convertit. 50, voilà, 60 cm. Ça fait à peu près 60, 70 cm d'épaisseur. Voilà, 2,54 cm par pouce, 60 pouces. Bon. On trouve une épaisseur plausible, 70, 80 cm peut-être, 1 mètre de diamètre, donc on a le volume. Parce qu'on se rappelle tous du volume du cylindre. N'est-ce pas? Oui. Et puis, on a la masse volumique, c'est de l'acier. Donc, l'acier, c'est 8 tonnes par mètre cube. Donc, on a un volume à peu près, à vue de nez, c'est 3/4 de mètre cube. 3/4 de mètre cube à 8 tonnes par mètre cube, ça fait 6 tonnes d'acier. Et vas-y avec la chaleur latente, et vas-y, on calcule. Tout ça, ça fait une valeur d'énergie qu'il a fallu injecter. Il a fallu l'injecter assez vite pour la faire fondre. Assez vite, on le mesure dans le film, c'est facile. On regarde la séquence, ça dure 3, 4 secondes. L'ordre de grandeur de la puissance que ça donne, l'énergie divisée par la durée, c'est 1 milliard de watts. On a pris encore un facteur 100. On est à 10 puissance 7 avec l'Empereur, on est passé à 10 puissance 9 maintenant avec un sabre laser. 1 milliard de watts, c'est beaucoup. Là, c'est vraiment... Enfin, même 10 puissance 7, on est d'accord. Mais 10 puissance 9, c'est beaucoup. Dans un truc qui est plus gros que ça. Le sabre laser, c'est plus gros que ça, le manche. Mais dans un truc qui tient dans la main, parce que 10 puissance 9 watts, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire, en fait, par exemple. Ou d'une centrale, ça peut être à charbon. Une centrale thermique standard, à fossile ou nucléaire, un cœur, c'est 1 milliard de watts. Et ça tient dans la main. Enfin, oui, dans la main. C'est là où on voit qu'il y a un petit problème dans les sabres laser. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais disons que là, voilà, c'est une façon sophistiquée de voir qu'il y a un petit problème dans les sabres laser. Et puis de voir que les Jedi, le sabre laser, on pourrait dire, c'est des batteries qu'il a à l'intérieur. On n'y croit pas trop parce que ce sera du nucléaire, mais comment on fait tenir un gros machin dans un petit truc? On a l'impression que ça ne va pas marcher. D'ailleurs, ça ne va pas marcher. Du coup, on comprend bien, c'est assez logique que les Jedi piochent dans la force, ils mettent dans le sabre laser. Donc, le coup, le sabre laser, c'est comme un vélo. C'est une machine qui ne peut rien faire toute seule. Il faut pédaler pour qu'elle avance. Le sabre laser, il ne s'allume pas tout seul. Il faut qu'il y ait un Jedi qui mette de la force dedans. Et le sabre laser transforme, c'est une machine qui transforme une forme d'énergie, la force, en une autre, la lumière. Comme le vélo transforme une forme d'énergie qui est l'énergie mécanique musculaire, donc l'énergie chimique finalement de notre corps, en une autre forme d'énergie qui est le mouvement, l'énergie cinétique. Et donc le sabre laser, c'est une sorte de vélo, si j'ose dire, de vélo à lumière, on peut dire ça comme ça. S'il était très efficace, 99,9%, ça n'existe pas des machines avec une efficacité, c'est-à-dire le rapport entre ce que je mets et ce qui sort, ou plutôt ce qui sort sur ce que je mets. Et si je mets 1000, il sort 999, alors que les machines habituelles, c'est je mets 1000, il sort 90, il sort 900 quand c'est une excellente machine, et il sort plutôt 200 ou 250 quand c'est un moteur thermique de voiture. C'est-à-dire c'est des rendements absolument lamentables pour certaines machines. Mais mettons un vélo. Très belle machine, le vélo demeurant, qui a des rendements, les très beaux vélos du Tour de France, c'est 90% les rendements. Les vélos communs sont à 75-80% assez facilement. Là, même si on prend une très belle machine, le sabre laser, 999 pour 1000 de rendement, 99,9%, c'est-à-dire qu'un millième de l'énergie est dissipée en autre chose que ce pourquoi elle est là, la lumière, elle est dissipée en quoi? En chaleur. 1 millième de 1 milliard, ça fait 1 million de watts. 1 million de watts dissipés dans le manche sabre laser. On peut calculer la température d'équilibre d'un corps noir de 1 kg avec 1 million de watts qui lui tape dessus. C'est beaucoup. Ça veut dire ça chauffe beaucoup. Donc dès qu'on allume le sabre, exactement, parfait. En fait, à peine allumé, il doit rougeoyer les sabres laser, même si c'est une machine extraordinaire pour convertir la force en lumière. Même si c'est une machine extraordinaire. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur cette classification des Jedi et des étapes. On l'a vu chaque fois en invoquant un peu de physique, évidemment, en faisant l'hypothèse que le monde qu'on nous montre est un monde réel. C'est pas un monde imaginaire, c'est un monde réel. Donc il n'y a pas de magie.
Par la force, bien sûr. On garde la force, parce que sinon on arrête tout. Si on dit la force, ça ne marche pas, ok, on oublie tout. Donc on garde quand même l'hypothèse de départ. Et puis on peut faire cette analyse, et puis classer les Jedi et réaliser comme ça des points. Ce qui est intéressant, c'est par ce détour dans ces mondes imaginaires, dans ce monde imaginaire, on peut retomber dans d'autres mondes, comprendre ce que c'est énergie et puissance, comprendre cette notion de puissance et comprendre que si l'humanité a une empreinte, en fait, je ne l'ai pas détaillé là, mais comprendre que si l'humanité a une empreinte aussi forte sur son environnement et à l'échelle planétaire, c'est qu'elle dispose de grandes quantités d'énergie et d'une grande puissance. Une grande quantité d'énergie qu'elle débite aussi à un rythme assez élevé. La puissance de l'humanité, c'est 17 térawatts, ça veut dire 17 000 milliards de watts. Et elle débite ça avec une régularité de métronome. Et on se... Ah, il y a eu le coronavirus quand même, qui a un peu séché un peu tout ça, mais ça va peut-être pas durer. Et qui, du coup, transforme le monde à l'échelle planétaire. Elle a une puissance qui est comparable aux forces telluriques, comme on dit, aux forces naturelles. Et donc, elle transforme l'humanité, transforme le monde. Il n'y a rien, pour un physicien, il n'y a rien que de banal. Après, il y a toute la discussion sur les modes de transformation, les conséquences, que ce soit pollution, CO2, etc., excavation, minage, etc. Mais il n'y a rien que de très banal. L'humanité dispose de beaucoup d'énergie, elle fait beaucoup de transformations, et comme elle est planétaire, elle n'est pas dans un seul endroit de la planète, elle est sur l'ensemble de la planète, elle le fait à l'ensemble, à l'échelle de la planète. Alors, merci pour ce vélo à lumière. Ce vélo à lumière, oui. On peut passer sur une deuxième séquence. Oui. Allons-y. Qui va concerner cette fois-ci le monde d'Avatar. Pour montrer, alors les scènes évidemment que j'ai choisies, elles se prêtent à l'analyse que je fais. Il y en a myriade de scènes qui essentiellement on peut rien faire parce que ça marche pas. Enfin, c'est tellement incohérent que ça marche pas. Donc je choisis les bonnes scènes. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qui m'ont échappé, qui seraient peut-être à trouver pour continuer l'analyse. Alors pour analyser l'analyse que je propose, l'analyse que je propose sur Pandora Polyphème, c'est déterminer l'orbite de Pandora, le monde sur lequel se passe l'aventure, autour de Polyphème. Polyphème, c'est cette géante gazeuse qu'on voit posée à l'horizon, qui ressemble étonnamment à Jupiter. Mais en fait, dans le film, on nous dit que c'est pas Jupiter, on nous dit qu'elle a la taille de Saturne. C'est ce qu'on nous dit dans le film. Elle a la taille de Saturne, mais elle a vraiment l'aspect de Jupiter. Pour moi, ils ont pris Jupiter, ils ont pris Photoshop et ils ont peint en bleu. C'est clair. Donc ce monde est un satellite de Polyphème. Et on aimerait trouver l'orbite. À partir de cette scène que l'on montre là, j'aimerais trouver l'orbite. Alors pour ça, on va commencer par faire une analogie et on va comprendre comment on va faire. Et il y aura évidemment beaucoup d'ingrédients à mettre parce qu'on a peu d'informations. Comme d'habitude, mais ça en astrophysique, c'est un peu toujours ça. On a peu d'informations, on a l'habitude, je suis un convaincu, on a l'habitude, peu d'informations et il faut faire au mieux. Exactement. Et disons au plus cohérent entre ce que l'on sait, ce que l'on voit, pour essayer de construire une cohérence entre tout ça et qui peut être mise à mal par une nouvelle observation ou une nouveauté théorique bien sûr, mais aussi une nouvelle observation. Alors, l'observation que je vous propose de regarder, c'est celle-ci. C'est un lever de lune au-dessus, près des coupoles des 4 télescopes VLT, Very Large Telescope européens au Chili. Et donc, là, on voit la lune qui a l'air énorme posée sur l'horizon. Il y aurait plein de choses à dire sur cette illusion d'optique d'une lune énorme quand elle est posée sur l'horizon. Et là, on pourrait se dire, eh bien, moi, la lune, je connais sa taille, comme Polyphème. Moi, le but, là, c'est de dire quelle est la distance de la lune, avec cette image. Mais on a quelques informations. J'ai la taille de Polyphème, j'ai la taille de la Lune. Donc, j'ai la taille de la Lune, son rayon c'est 1738 km. Et puis c'est le petit cercle, on peut rajouter un petit cercle là, qui nous dit voilà la taille apparente de la Lune. Et puis devant, j'ai un élément du décor. J'ai les coupoles. Et donc je peux rapporter la taille apparente de la Lune à la taille apparente des coupoles. Et dire c'est par exemple 4 fois plus. On va voir ça dans un instant. Si je sais faire ça, j'ai pas besoin de déterminer la taille apparente de la Lune, j'ai besoin de déterminer la taille apparente des coupoles. Et ayant celle-ci, hop, je détermine la taille apparente de la Lune. Et puis connaissant la taille apparente de la Lune, c'est-à-dire l'angle sous lequel on la voit dans le ciel, ou le rayon sous lequel on la voit dans le ciel, connaissant son rayon réel, je réduis sa distance. Encore un coup de la tangente de l'angle, c'est le rapport du rayon sur la distance. Bon. Alors, quelle est la taille apparente des coupoles ? Eh bien, cette photo-là, extrêmement intéressante, a été faite par un astronome du Chili, Gordon Gillet, qui a documenté l'endroit où il a fait la photo. Et donc, on sait où il était, la position GPS. Il était, je ne sais plus, quelque chose comme 13 ou 14 km des coupoles. Et les coupoles, on les connaît. ESO, hauteur des coupoles, 29 mètres. Donc, des coupoles de 29 mètres vues à 13 km, on connaît leur taille apparente. Ensuite, il n'y a plus qu'à mesurer en pixels sur l'image. Combien de pixels le diamètre de la Lune, combien de pixels la hauteur de la coupole. On trouve un rapport à peu près 4 ou 4,5. Et connaissant la taille apparente de la coupole, que je sais parce que j'ai des informations par ailleurs, faisant le rapport avec la taille apparente de la Lune, je trouve une taille apparente de la Lune de 0,55 degrés, et donc une distance de la Lune de ce qu'il faut, 360 ou 380 000 km. Pas mal.
Donc ça marche. On va faire la même chose. Juste pour les collégiens, Thalès marcherait aussi. Le terme de Thalès marcherait sous une... Là, tu utilisais les angles, etc. Oui, mais c'est une version améliorée. Oui, de oui, Thalès, là, je suis une version sophistiquée parce que moi, je vais avoir, parce que moi, je vais avoir besoin. Oui, bien sûr, absolument. Il y a plusieurs façons. Exactement. Oui. Absolument. Parce que j'ai beaucoup d'informations en fait. J'ai la distance qui me sépare de la coupole et en faisant simplement le rapport sans avoir la hauteur. J'ai été sophistiqué là, bien sûr. Alors, maintenant, la question, c'est quelle est la distance de Polyphème à Pandora. Alors, pour ça, on va prendre deux éléments. On va prendre Polyphème, on fait un cercle autour de Polyphème. Et puis, on dit, c'est ça la taille apparente. Et puis, il faut trouver un objet, la coupole. Elle est où, la coupole? Alors, la coupole, on va prendre un arbre qui est juste devant. On va prendre un arbre qui est juste devant et on va mesurer le rapport du nombre de pixels de diamètre de Polyphème et de la hauteur de l'arbre. Les arbres, ce sont des arbres maisons, ce sont des arbres géants qui sont où habitent les navis. Voilà. Et donc là, comment on fait? Parce que dans le cas de la coupole, on savait tout. Enfin, Gordon Gillet nous a tout dit et puis les autres nous disaient c'est 29 mètres. Bon, là, on ne sait rien. Donc il va falloir se poser deux questions. Quelle est la distance de cet arbre qui est au loin et quelle est sa hauteur? Donc on a les deux informations, il faut les déterminer. Donc là, on est plus embêté. Alors pour ça, on va faire encore quelques hypothèses. La première, on va essayer de comparer avec des arbres terrestres de très grande hauteur, et on va essayer de se faire une idée de la hauteur de ces arbres maisons. Et deuxièmement, on va essayer de se faire une idée de la taille. Il va falloir déterminer la distance de l'horizon, plus exactement. D'abord, on va supposer, sur l'image, l'arbre, il a l'air, disons, à l'horizon. L'horizon, c'est l'endroit le plus loin qu'on peut percevoir avec les yeux de l'observateur. Là, on est dans cette image-là. C'est une image en caméra subjective où on est à la place d'un navire sur les chevaux qui dévalent une colline et qui arrive vers le camp qui est sur la droite de l'image. Et donc, on peut estimer qu'on est peut-être... Ils sont grands, les navires. Il s'est dit dans le film, ils font 10 pieds de haut. Donc, ils font pratiquement 3 mètres de haut. 3 mètres de haut. Ils sont sur des chevaux, des espèces de chevaux à leur échelle, donc ils sont bien à 5 mètres au-dessus du sol. Et puis en plus de ça, ils sont sur une pente qui dévale, et on peut se faire une idée, alors là c'est un peu au doigt mouillé, je le reconnais bien volontiers, ils sont peut-être une vingtaine de mètres, trentaine de mètres au-dessus de la plaine, de la vaste plaine qu'on voit s'étendre, là où est le plan, où commence la plaine et où est le camp des navires. Donc on va les mettre une 20 ou 30 mètres au-dessus du plan de la grande plaine. Et pour connaître la distance de l'horizon, il faut connaître la hauteur des yeux, mais il faut connaître le rayon de la planète. Donc il faut aussi déterminer le rayon de Pandora. Donc c'est là on voit que quand on a une question, on voit 2, on voit 3, on voit 12, et on voit aussi que si on fait une erreur au sens de raisonnement, mais nous on va essayer d'éviter les erreurs de raisonnement, mais une erreur au sens numérique, s'il y a une valeur qui change ici, toute la chaîne est modifiée et ça change tout, d'où les difficultés en astrophysique, par exemple, pour mesurer les distances. Les distances des objets les plus lointains se fondant sur les objets plus proches, eux-mêmes sur les objets plus proches, eux-mêmes sur les étoiles proches, eux-mêmes sur les... Et toute cette échelle des distances en astrophysique, il suffit qu'un satellite comme Hipparcos et plus récemment Gaïa remettent à jour toutes les échelles de distance mesurées directement dans notre galaxie par mesure directe trigonométrique pour que ça, de fil en aiguille, réévalue toutes les échelles de distance alors sur l'ensemble de l'univers. Donc là, on est très exactement dans cette dynamique-là. Enfin, je prêche encore un convaincu, mais on est exactement... Donc dès qu'on touche un truc, ça ne marchera pas ou plus. Et puis, on va essayer d'ajuster pour que ça fasse quelque chose de plausible, encore une fois, de cohérent, qui semble raisonnable. Alors, commençons par la hauteur des arbres. Donc là, j'ai pris une photo qui traînait sur le web, où on voit un personnage, ça qui est intéressant, qui donne l'échelle de ces arbres, de ces séquoias, qui sont les plus grands arbres qu'on voit à la surface de la Terre. Donc ces arbres, ils font typiquement 80 mètres de haut, et puis le diamètre, on peut le vérifier. Alors si on prend le personnage, il a l'air de faire 1m80, enfin c'est un humain de base, donc il doit faire 1m75, 1m80, mâle. Et puis on le met, on fait les pixels, on les met horizontaux dans un tronc d'arbre, et on trouve qu'il y a 3 humains dans la largeur du tronc. Le tronc doit faire en gros 6 mètres de diamètre. Voilà. Donc on fait 6 mètres de diamètre, 80 mètres de haut, voilà l'ordre de grandeur d'un beau séquoia. Alors ce qui est intéressant dans les arbres, c'est que leur diamètre, assez logiquement, augmente avec la taille de l'arbre. Plus l'arbre est grand, plus le diamètre est grand, ça paraît logique, il faut supporter tout ça. Même sans expliquer très clairement, on comprend bien que ça va être d'autant plus large que ça sera haut. Alors le problème, c'est comment ça varie. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une loi qui régit le rapport, enfin la relation qu'il y a entre le diamètre et la hauteur d'un arbre, et c'est pas linéaire. Quand l'arbre est 2 fois plus haut, le diamètre n'est pas 2 fois plus grand. En fait, ça varie comme la puissance 3,5 de la hauteur. La puissance 3,5, c'est le cube de la racine carrée de la hauteur. Voilà. Donc si vous avez un arbre qui est 100 fois plus haut, le cube de la racine carrée de 100... On calcule, ça fait 1000. Ouais. Le diamètre sera 1000 fois plus, voilà. et pas 100 fois plus. J'aurais dû dire un arbre 8 fois plus haut, ça aurait été, ou pas 8 fois, 4 fois plus haut. 4 fois plus haut, diamètre 8 fois plus important.
Donc, il y a ce rapport qui est non linéaire entre le diamètre et la hauteur d'un arbre. C'est pour des raisons mécaniques, essentiellement, quand l'arbre se plie un peu, il faut qu'il résiste mécaniquement et sans se briser sous une courbure qui peut arriver simplement parce qu'il y a du vent, par exemple, et que l'ensemble de l'arbre subit le couple dû à la force du vent. Donc, on se retrouve avec une relation sur les arbres terrestres, dont on va faire l'hypothèse qu'elle vaut aussi pour les arbres de Pandora, universalité des lois de la physique, et que le coefficient de la constante qui est devant, c'est proportionnel. Ah, c'est à peu près la même. C'est le même bois, enfin bon, hein, ce qui est pas là, pour le coup, n'est pas acquis. Et du coup, il y a une scène où on voit passer un des hélicoptères humains devant un des arbres maisons. Ces hélicoptères humains, c'est des hélicoptères humains comme habituellement, qui font une dizaine de mètres de taille. Et on voit que cet hélicoptère, il tient à peu près 6 fois dans la taille de l'arbre. Donc le diamètre des arbres de Pandora, de ces arbres maisons, c'est plutôt 60 mètres. C'est pas 6, c'est plutôt 60. Alors quand on renverse la relation, quand on connaît le rapport des diamètres, on peut le rapport des hauteurs, et bien au lieu d'avoir 80 mètres pour rapport de hauteur, on sera plutôt dans la gamme 350 à 400 mètres. Voilà ce que ça donne en ordre de grandeur. Bien sûr, on peut discuter, il suffit de changer comme d'habitude, on change un peu un truc et boum, on peut monter très haut, mais pas trop haut non plus, parce qu'il faut que la sève arrive haut. Hein. Un arbre de 3 km, c'est compliqué. Et puis à 100 mètres, on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, ces arbres maisons, on comprend qu'ils sont gigantesques, c'est pas un séquoia. Donc c'est pas 100 mètres. Donc 400 mètres, ça serait un arbre très impressionnant. Ça nous va bien. Ça a une valeur qui me va bien, mais elle pourrait être discutée. Alors ensuite, maintenant, quelle est la taille de Pandora ? On a besoin de la taille de Pandora, du rayon, pour déterminer la distance de l'horizon. Distance de l'horizon à la hauteur des yeux, qu'on a dit, bon, ils sont un peu au-dessus de la plaine à 20 ou 30 mètres. Alors pour ça, on va utiliser une citation de la scientifique du film, qui nous dit qu'il y a 10 puissance 12 arbres sur Pandora. 1000 milliards d'arbres. Alors sur Terre, on estime qu'il y a 500 milliards d'arbres. 1000 milliards d'arbres. Alors je passe sur les détails, il y a 1000 milliards d'arbres, et vous vous rappelez que dans le film, les arbres, ils ont un lien particulier, c'est-à-dire que les navis, ils peuvent se brancher, ils ont une sorte de prise USB organique, ils se branchent, ils ont des réseaux Internet assez cool, organiques. Et les arbres, de ce point de vue-là, jouent le rôle de cerveau planétaire. L'analogie est transparente avec les racines, le tronc et le feuillage, qui est exactement comme les différentes parties d'un neurone. Enfin, ça ressemble exactement. Les arbres sont les cellules nerveuses du cerveau planétaire qui est Pandora. Bon, voilà le message qui est derrière dans le film. Donc, il y a 10 puissance 12 arbres. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des images de Pandora depuis l'espace, et on voit que ça ressemble à la Terre. Évidemment, il y a des nuages blancs, il y a la mer bleue, et puis il y a des continents verts. Mais les continents sont tous verts. Ils sont vert-vert. Il n'y a pas un truc jaunâtre où il y aurait un désert. Ils sont verts. Donc, si on fait l'hypothèse que le rapport surface de continent, surface de Terre, sur Pandora, il est comme la Terre, à peu près 70% d'océans et 30%, disons, de continents. Deuxièmement, les continents, ils ont l'air verts tout le temps. Donc, il y a des arbres absolument partout. Il y a beaucoup d'arbres dans plein d'endroits. Ça a l'air assez le cas. Ça a une planète luxuriante, un peu chaude. C'est un climat qui ressemble à un climat tropical humide. Si on constate en plus qu'il y a une centaine d'arbres à l'hectare dans une forêt tropicale humide, ben, quand vous avez 10 puissance 12 arbres, vous avez donc 100 arbres à l'hectare, 10 puissance 8, 10 puissance 10 hectares. Donc 10 puissance 8 km². Ça, c'est la surface des continents. Vous multipliez par un facteur 3 qui va bien, enfin, pour faire 2 tiers, 1 tiers, ou quelque chose comme ça. Vous multipliez par 3 pour avoir la surface complète de Pandora. Ou 4 pi r2, c'est la surface. Papa, on obtient le rayon 4800 km. Un peu plus petit que le rayon de la Terre, qui nous convient bien, parce qu'on pourrait dire 4800, c'est une lune. Bon, il y a des lunes qui sont de très grande taille, des lunes de Jupiter ou de Saturne qui sont de très grande taille. 4800, c'est un peu plus grand que ces lunes, qui sont typiquement un peu plus grandes que la Lune, que notre Lune. Les satellites, les plus gros satellites de Jupiter et Titan sont un peu plus gros que la Lune. 4800 km pour un satellite d'une planète géante, ça nous va. Ça fait une gravité de surface qui est un peu plus faible que celle de la Terre, qu'on peut estimer. Si la densité moyenne est la même que celle de la Terre, ça fait une gravité de surface qui est à peu près les 3/4 de celle de la Terre. Et ça, il y a un méchant qui nous donne pas la réponse, parce que c'est un méchant. Mais il y a un méchant dans le film, le colonel Quaritch, le gros baraquet qui s'exerce avec les poids, là, qui dit il nous dit un truc qui est très intéressant. Pourquoi il fait des haltères ? Le manque de pesanteur, ça affaiblit. Il nous dit que la pesanteur, elle est plus faible que sur la Terre. Donc c'est cohérent. Mais comme c'est un méchant, il ne nous dit pas 3/4 de pesanteur, c'est pas suffisant, il faut que je m'entraîne. Voilà. Donc s'il avait donné la pesanteur, je lui ai dit 3/4 de gravité terrestre, paf, on avait le rayon beaucoup plus facilement. Donc là, on a une valeur, vous voyez qu'on a fait ça un peu en mettant des nombres, on a mis beaucoup d'hypothèses, mais on a une valeur qui nous paraît plausible, qui est cohérente avec tout un tas d'éléments de l'histoire, y compris des éléments que nous donne le méchant, et qui fait sens. Voilà, ça fait sens. Alors une fois qu'on a tout ça, 400 mètres de haut à la distance de l'horizon, donc 4800 km, et puis à 25 mètres de hauteur, on peut calculer la distance de l'horizon, petit exercice qu'on laisse à nos auditeurs.
La réponse, c'est la racine carrée de 2 fois la hauteur des yeux fois le rayon de la planète. Racine carrée de 2 multiplié par la hauteur des yeux, la racine carrée de 2 multiplié par la hauteur des yeux au-dessus du sol, multiplié par le rayon de la planète. Le tout dans la même unité, en mètres par exemple. Donc à notre hauteur, nous humains, c'est 5 km à peu près, la distance de l'horizon à la hauteur des yeux humains au bord de plage. Donc là, on fait ce calcul, on obtient une distance de l'horizon, si je me rappelle bien, qui est de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres. 400 mètres à 15 km, ça fait un certain angle. Et puis les rapports de distance qu'on avait dit tout à l'heure, les rapports, pas de distance, de taille apparente. Exactement. Et on avait un rapport 20 de taille apparente. Le polyphème, elle a une taille apparente qui est 20 fois supérieure à la taille apparente de l'arbre. Ouais. L'arbre, il a une taille apparente d'à peu près 1 degré, donc polyphème a une taille apparente d'à peu près 20 degrés. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et comme elle a la taille de Saturne, 57 000 km, ça veut dire que Polyphème et Pandora sont distants d'une distance qui est de l'ordre d'un peu moins de 300 000 km. Et ça, c'est pas mal, parce que les gros satellites de Jupiter ou de Saturne sont assez proches, certains sont assez proches de la planète. Et donc, si on était sur Io, par exemple, ou si on était mieux sur Encelade, qui n'est pas un gros satellite de Saturne, mais sur Encelade, la distance d'Encelade à Saturne, c'est à peu près la même que la distance de Pandora à Polyphème. Polyphème qui a la taille de Saturne. Voilà. Alors quand ça, on a dit ça, on est content, et on a l'impression d'avoir une cohérence globale, ça tombe bien. On s'est arrangé aussi pour que ça ne soit pas si mal. Bien sûr, on choisit aussi parfois ces hypothèses pour être satisfait, mais on obtient quelque chose qui est cohérent, donc on n'a pas l'impression d'avoir fait une faute grossière, numérique ou quelque chose. C'est cohérent et ça a des conséquences. C'est-à-dire que si Polyphème et Pandora sont aussi proches l'un de l'autre, Pandora doit subir les forces de marée de Polyphème et avoir des conséquences qui pourraient être dramatiques, soit comme sur Io, par exemple, avec un craquelage de la croûte de Io et une éruption volcanique de roches liquides, donc de lave, qui est le seul endroit du système solaire, à part la Terre, où il y a des éruptions de roches liquides. Encelade, elle est glacée, en orbite autour de Saturne, mais Encelade, elle a des craquelures à sa surface, sur sa glace, où il y a aussi des éruptions, mais non pas de roches liquides, mais d'eau liquide. On dit, mais c'est pas volcanique, c'est du cryovolcanisme, dans une ambiance de la température moyenne, je ne l'ai plus exactement en tête, mais quelque chose comme moins 200 degrés Celsius. Et à moins 200 Celsius, l'eau liquide, c'est chaud. C'est ça. Et on a des éruptions par ces craquelures. Donc on a deux fois des conséquences des forces de marée de la planète géante sur son satellite proche. On devrait avoir les mêmes sur Pandora de la part de Polyphème. On ne voit pas les volcans, on ne voit pas les problèmes. Autre conséquence, ces satellites-là assez proches, ils sont synchronisés rotation-révolution. Les forces de marée de la Terre sur la Lune et de ces grosses planètes, nos grosses planètes géantes sur leurs plus petits satellites proches, ont synchronisé rotation-révolution. Donc on peut estimer, avec une très grande certitude, si j'ose dire, que Pandora montre toujours la même face. Comme la Lune à la Terre. Comme la Lune à la Terre. Exactement, comme la Lune à la Terre. Et du coup, on sait où est prise cette image. Parce que imaginons qu'on est sur la Lune et qu'on regarde la Terre. On la voit dans le ciel de la Lune. Pas forcément. Si on est sur la face cachée, on ne voit jamais la Terre. Donc on peut se convaincre assez facilement que la position de la Lune dans le ciel, la position de la Terre dans le ciel de la Lune ne dépend que d'une chose, où vous êtes sur la Lune. Exactement. En pratique, il y a la libration et des petites subtilités. Ça ne dépend essentiellement que d'une chose, où vous êtes sur la Lune. Si vous êtes au centre de la face visible, la Terre est au zénith. Si vous êtes sur la face cachée, il n'y a pas la Terre. Si vous êtes à la limite entre la face cachée et la face visible, la Terre est à l'horizon. Regardez où est Pandora, où est Polyphème, à l'horizon. Donc, l'aventure là se passe à la limite entre la face cachée et la face visible de Pandora par rapport à Polyphème. Ça ne peut pas être un autre endroit. Exactement. Vous voyez, c'est incroyable. Avec la chance, on peut dire plein de trucs qui ne sont pas dans le film, dont on se fout. Finalement, ça ne change rien à l'histoire. Mais ça montre qu'avec finalement assez peu d'informations, c'est ça ce que je trouve intéressant, c'est au-delà de la méthode, de comment on bricole. Parce qu'il y a une part de bricolage, et après, il faut affiner tout ça. Mais dans la vraie vie, on ferait des mesures, d'autres observations, etc. On lirait les publications scientifiques, on comparerait ces idées à d'autres, on les confronterait à celles de ses collègues. Mais on peut, avec finalement assez peu d'informations, en faisant des hypothèses éduquées, pas n'importe quoi, quelque chose qui paraît plausible, qui a l'air cohérent, et avec la physique, on peut tirer de l'information bien plus qu'il n'en semble y en avoir dans la photo. Quand on la regarde, on dit oui, elle est jolie cette photo, elle est faite pour être jolie, elle est faite pour être jolie, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'horizon. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas en tirer beaucoup. Eh bien en fait si. Et c'est ça, la force des sciences, c'est pouvoir tirer beaucoup d'informations
d'un monde qui ne nous dit pas la réponse. Exactement. Quel est l'âge de l'univers? Vous pouvez regarder le ciel comme ça, et il n'y a pas quelqu'un qui va vous hurler la réponse. Il faut bosser, ça fait un siècle que les astrophysiciens et les astrophysiciennes bossent pour trouver l'âge de l'univers, c'est quoi, et comment ça fonctionne, tout ça. Et je ne parle pas de la physique atomique, l'astrophysique, etc. Toutes les sciences, on parle de physique, la biologie, la chimie, évidemment. Et donc, les réponses ne sont pas données a priori, et elles ne sont pas faciles à obtenir. Et donc, il y a tout ce cheminement intellectuel qu'on peut rendre amusant par ce processus-là, et que l'on peut rendre concret par ce processus-là en s'amusant, parce qu'après on peut jouer. Et puis, dernier point, ça c'est important, quand je dis ça, je te le dis, je vous le dis, et il peut y avoir un retour. C'est-à-dire, dans la partie scientifique, il y a aussi, on communique à ses pairs, aux autres personnes intéressées par ce que vous faites. Exactement. Et les gens vous disent « Ah mais là, ça va pas, ton hypothèse, c'est ridicule, pourquoi tu as pris cette loi, pourquoi c'est de l'acier ?» On discute. Exactement. Et donc, c'est en ayant une idée qui paraît plausible, qu'on peut défendre, qu'on la propose à ses collègues, en fait à ses pairs en général, et qu'eux réagissent. Alors, idéalement, de façon bienveillante et constructive. Ça, c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est essentiellement le cas quand même en science. Et on dit, bah là, ça va pas, il faut essayer il faut modifier ton truc. Et c'est par ces allers-retours entre théorie et observation ou théorie et expérience, entre soi-même et ses collègues, dans une équipe, entre équipes, que finalement, petit à petit, la connaissance du monde finit par émerger de façon à peu près stable et que ça prend du temps. Voilà. Et ça prend du temps. On a besoin de temps. La science a besoin de temps pour se construire. Et on a vu que récemment, il y a eu un certain nombre d'événements, de raccourcis un peu rapides, qui mériteraient d'être discutés, mais ce n'est pas le moment. Alors, pour conclure, on va étudier, on va rester dans Avatar, on va regarder le Venture Star, parce que le Venture Star, c'est un vaisseau qui est un très beau vaisseau, esthétique, ils font des efforts pour ça dans les films en général, mais aussi qui est une esthétique particulière, il ne ressemble pas du tout au très beau vaisseau de Star Trek, de Star Wars, c'est pas du tout, il n'est pas profilé comme un vaisseau habituel. Alors, on peut essayer d'étudier ce vaisseau, se demander, est-ce qu'il a une pertinence? Est-ce que cette forme a une pertinence? On peut peut-être comprendre ce qu'on voit. Alors, on peut commencer à comprendre ce qu'on voit. Déjà, en regardant, il y a des grosses boules, là. On a l'impression que c'est les réservoirs, parce que tout le gros bloc auquel sont attachées ces grosses sphères, c'est probablement, on va dire, le bloc moteur, le réacteur. On voit qu'il y a des parties ici qui sont rougeâtres, je vais les appeler radiateurs, parce qu'elles évoquent, si c'est quelque chose de chaud, elles évoquent des températures de l'ordre de peut-être 500, 600, 800 degrés, parce qu'évidemment, ce moteur qui va propulser le Venture Star, eh bien, il va produire de l'énergie pour la propulsion, mais il y a une partie qui va être malheureusement perdue en chaleur, qui va chauffer la structure, et il faut évacuer cette chaleur. Et dans le vide de l'espace, pas de convection, pas de diffusion, seul moyen, c'est le rayonnement. Exactement. Et donc, il faut que cette chaleur, elle soit guidée par des systèmes de guidage thermique, des ponts thermiques, tout simplement, qui l'amènent vers des radiateurs, des structures qui vont chauffer et qui vont rayonner cette chaleur sous forme de lumière vers l'extérieur et qui vont refroidir, qui vont évacuer cette chaleur. Donc ça, ces aspects-là, ces choses-là, c'est très exactement des radiateurs. Ça ressemble exactement aux radiateurs qu'on trouve parfois dans les salles de bain, une salle de bain un peu fraîche, on tire sur une petite ficelle et il y a un machin qui s'allume, un peu orange, et qui chauffe l'air. C'est exactement ça. Exactement. Sauf que là, il est fait pour vous chauffer, là, il est fait pour évacuer la chaleur. Mais c'est exactement ça, c'est un radiateur de salle de bain géant. Alors, ensuite, on voit une espèce de long câble qui tire ce qui est derrière. On voit l'énorme bloc moteur. D'ailleurs, on voit des petits blocs qui semblent être le cargo. Il y a quelque chose, il y a des navettes, donc ça va être le cargo, là où on met le matériel à transporter. Et puis, il y a un système avec un haltère qui tourne. Alors là, ça doit être les humains. Là où sont les humains. L'haltère qui tourne, ça évoque gravité artificielle par force centrifuge. Donc, c'est là où sont les humains. Donc, on voit que le rapport de force, si j'ose dire, le rapport de taille, de masse même, entre le cargo et les humains et le bloc moteur, il est gigantesque. Ça, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, un voyage interstellaire, on parlait d'énergie, un voyage interstellaire, c'est une énergie considérable, une puissance considérable dont il faut disposer, et le bloc moteur, le truc qui produit l'énergie, il faut qu'il soit gros pour en produire beaucoup, et en produire beaucoup rapidement, pour avoir une grande puissance. Et donc, c'est assez légitime d'avoir un énorme bloc moteur pour avoir des petites structures, énormes en rapport, en taille relative. On va voir qu'on peut estimer la taille du vaisseau sur cette image. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que contient le réservoir? Il y a toute une enquête que je peux faire là-dessus qui est absolument passionnante. La réponse, c'est de l'antimatière et rien d'autre. Wow. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Il n'y a pas d'autre solution parce que dans le film, en fait, on nous dit que la durée du voyage a été de 5 ans, 9 mois et 22 jours. Alors, le relativiste que je suis se dit, mais
qui parle? Exactement. Alors, quelqu'un du vaisseau. Exactement. Donc, c'est en durée propre du C'est vaisseau, 5 ans, 9 mois, 22 jours. Et donc, pour franchir une distance qui est de l'ordre de 4 années-lumière, la distance de la Terre à Alpha du Centaure. En fait, ils sont dans le système d'Alpha du Centaure. On va dire 4 années-lumière en 6 ans. Je fais froidement la différence. Attention, ne faites pas ça en relativité. Ça ne nous donne pas la vitesse moyenne. Mais ça donne quand même une idée assez plausible de la vitesse moyenne. 4 années-lumière en 6 ans, ça fait une vitesse moyenne de 2/3 de la vitesse de la lumière. Donc là, il y a un vaisseau ça va, il avance, il avance bien, le vaisseau. Donc, en fait, la seule façon, il y a toute une argumentation avec de la physique derrière, la seule façon d'avoir ça sur ce vaisseau-là, c'est que ça contient de l'antimatière, pour une énergie assez concentrée, au sens beaucoup de joules par kilogramme. L'antimatière, l'annihilation matière-antimatière, ça fait MC2. Tout est annihilé en énergie. Bon, tout n'est pas récupérable, mais tout est annihilé en énergie. Donc le E sur M, il vaut C au carré. Et ça, c'est beaucoup. C au carré, ça fait 9, 10 puissance 16 joules par kilo. La physique nucléaire ordinaire, de fission, c'est plutôt 4 millièmes de MC2. Voire quelques dixièmes de millièmes de MC2. Oui, quelques fractions de millièmes. La fusion, qu'on ne sait pas contrôler actuellement, mais il y a l'expérience ITER en construction qui vise à faire des réactions de fusion contrôlées à vertu de production d'énergie. Pareil, c'est de l'ordre de quelques millièmes de MC2, ce qu'on est capable de récupérer. La chimie, c'est 1 milliardième de MC2 ce qu'on récupère. Donc la chimie, on oublie. Donc il faut un truc où il y ait une grosse fraction de MC2 qu'on peut récupérer. Voilà. Donc là, ça sera probablement de l'antimatière. Très probablement de l'antimatière. Donc ensuite, on a cet alter au bout du vaisseau et il tourne. Alors les dingues comme moi, ils regardent en combien de temps ça tourne. Il y a 2001, voilà, il y a 2001 qui tournait. Oui, il y avait 2001 aussi, il y avait un truc qui tournait dans 2001 pour créer une gravité artificielle. Exactement. Alors là, dans 2001, on ne voit pas tourner l'alter parce qu'il est à l'intérieur de la sphère qui est à l'avant du vaisseau. Là, on la voit tourner à l'extérieur. Et les dingues comme moi, ils prennent leur chronomètre, c'est de voir combien de temps il fait pour faire un tour. Il met pour faire un tour. Faut avoir la taille. Alors en fait, on ne voit pas faire un tour complet, donc il faut faire un quart de tour, multiplié par 4, et on trouve, je ne sais plus combien, une vingtaine de secondes, 24 secondes, je crois. Connaissant 24 secondes et la gravité de Pandora. Quelle gravité ils vont mettre? Pour mettre la Terre. Autant mettre la gravité de Pandora, puisque c'est là où ils vont aller. Exactement. Il faut qu'il y ait une gravité pour que ce soit confortable pour les passagers. La gravité de Pandora et 24 secondes pour faire un tour, ça vous donne le rayon. Et le rayon, en gros, 100 de mètres. Et vous prenez le rayon sur l'image en pixels. Alors vous voyez, le vaisseau, c'est pas bien fait, il est un peu en diagonale, il y a un peu une perspective. Mais bon, vous avez cette 100 de mètres et vous le mettez à peu près une vingtaine de fois. Et vous trouvez que le vaisseau, l'ordre de grandeur, c'est kilométrique. C'est peut-être 2 km la longueur du vaisseau. Voilà, à mon avis, l'ordre de grandeur de la longueur du vaisseau, c'est 2 km. Donc là, on dit que c'est un grand vaisseau, un très grand vaisseau. Donc il y a une échelle de longueur qui est cachée dans l'image, mais qu'on peut déterminer avec un petit coup de physique. Et puis pour conclure sur ce vaisseau, sur ce très beau vaisseau, on voit à l'avant, il y a une espèce de joli petit bloc, un joli miroir qui a l'air d'être à l'avant ou à l'arrière, plutôt à l'arrière, parce qu'on imagine le bloc moteur à l'avant qui tire le reste. Mais là, c'est quand le vaisseau accélère. Mais comment il fait pour arriver, le vaisseau? Il faut qu'il décélère, sinon il passe à la vitesse de la lumière, à 2/3 de la lumière, il passe plein pot dans le... Donc il faut qu'il décélère. Donc qu'est-ce qu'il doit faire pour se décélérer? Il faut qu'il retourne le bloc moteur. Et il ne va pas le retourner, donc il retourne intégralement le vaisseau, comme la fusée de Tintin, qui se retourne pour décélérer. Bon, je passe sur les détails de la mécanique de la manœuvre. Il se retourne et le vaisseau va décélérer cette fois-ci. Mais là où, pendant l'accélération, c'était en gros le bloc moteur qui tire les passagers, là, c'est les passagers qui sont poussés, si j'ose dire, ou décélérés par le bloc moteur qui est derrière eux. Et eux, ils se retrouvent face au milieu interstellaire, et au moment du retournement, à des vitesses relativistes. Et donc, du coup, la matière interstellaire pleut dans le référentiel du vaisseau. Il pleut de la matière interstellaire, ce qu'on appelle sur Terre des rayons cosmiques, des particules de haute énergie, parce qu'elles ont des vitesses relativistes, des fois presque la vitesse de la lumière, là on est un peu en dessous, des particules de haute énergie qui seraient dommageables pour les passagers. Et je ne parle même pas de rentrer dans le système d'Alpha du Centaure. On va commencer à rentrer dans un milieu interplanétaire plus dense, avec des poussières. Et si vous allez à une vitesse... Alors, ils ne seront plus à 2/3 de la lumière. Ils sont peut-être à 100 km par seconde. Mais c'est mieux quand il n'y a pas de collision avec le système des passagers qui seront à l'avant. Et donc, vous mettez un bouclier. Donc, ce truc-là, ce que l'on voit là-bas, complètement à l'arrière du vaisseau, enfin, qui a l'air d'être à l'arrière, c'est le bouclier qui sert
pour protéger les passagers quand le vaisseau se retournait. C'est pas le parachute qui sert à freiner. C'est pas un dragster freiné par un parachute. Ce vaisseau est magnifique, ce vaisseau est pensé. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un scientifique derrière qui a donné son avis. C'est pas juste un designer de vaisseau, quelqu'un qui peut faire des choses très pertinentes parce qu'il se renseigne et qui réfléchit et qui fait des belles choses en plus esthétiquement. Je pense que, je n'ai pas trouvé le nom de la personne, mais un scientifique, un ingénieur, enfin ils ont dû se renseigner parce que ce vaisseau est très bien pensé, il est très cohérent. C'est vraiment un magnifique vaisseau. On n'est pas comme dans Star Trek, mais il est pas mal. Voilà ma contribution à cette soirée. Merci Roland, pour, en passant du vélo à lumière jusqu'au bouclier à rayons cosmiques du Venture Star. Eh ben, merci de ta participation. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt. Et bonne soirée à tous pour la suite de la soirée. Salut.